retour dans le studio du stand de secrétaire général de l'enseignement catholique par des expositions de la Porte de Versailles à l'occasion du Salon des maires. C'est la dernière journée de ce congrès et nous allons continuer dans la restauration qui était le thème qu'on avait abordé il y a quelques instants autour d'une table ronde que vous avez peut-être écoutée. Nous allons rester dans la restauration scolaire, mais peut-être sous un angle un tout petit peu différent. Tout à l'heure, on parlait avec des prestataires, avec des expériences, notamment une expérience anti-gaspillage qui porte manifestement ses fruits à l'école Sainte-Rosalie. Nous allons aujourd'hui parler, enfin maintenant, on va parler de gestion directe plutôt. Nous allons parler avec Marie-Cécile Rollin, qui est directrice du réseau Restoco, elle nous le présentera. Aurélia de Saint-Exupéry, secrétaire générale de la FNOGEC, la Fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique, et Christophe Abraham, secrétaire général adjoint de l'Appel. Je parlais de Restoco, Marie-Cécile Rollin. La différence avec la table ronde précédente, on est dans un système différent, là, en l'occurrence. Oui, Restoco, c'est le porte-parole de la restauration collective en gestion directe. Alors, c'est-à-dire lorsque la collectivité, l'OGEC, l'école, la mairie, l'hôpital, a gardé la compétence de la restauration. Donc, c'est son personnel, ses locaux, son équipe, et il gère en fait le moment du repas, de l'achat des produits jusqu'au moment où le repas est mangé et accompagner le convive à le déguster. Et ça a quelle différence en fait avec le système dont on parlait tout à l'heure Alors c'est souvent un choix parfois logistique. Pour certaines structures trop petites pour avoir leur propre cuisine vont choisir de concéder, donc d'acheter le repas à un prestataire. Et c'est également parfois, et de plus en plus, un choix politique de vouloir se servir de ce moment de la restauration collective comme étant un levier pour que l'établissement, quel qu'il soit, puisse accompagner les acteurs de son territoire, avoir un rôle sur l'emploi local, avoir un rôle également éducatif et accompagner jusqu'au bout ce moment. C'est un système qui est adopté par, donnez-nous un pourcentage, par combien d'établissements dans En le fait, pays? sur toute la restauration collective, 60% est en gestion directe. Elle est majoritairement sur notamment les collèges et lycées. Un petit peu moins, on est minoritaire dans la restauration des écoles. Et puis à l'hôpital, ou dans nos médico-sociales, effectivement, beaucoup de structures sont en gestion directe. Avantages et inconvénients d'un système de gestion directe? L'avantage, c'est de pouvoir gérer et agir complètement, notamment sur les achats des produits, puisque ça devient de la compétence de la structure. Donc on peut mettre en place des partenariats avec des producteurs locaux, par exemple. L'inconvénient, c'est que ça demande des compétences importantes. Ça demande un investissement en compétences et pour pouvoir le gérer correctement et avoir une prestation, un repas qui convient à tous et qui répond à ces enjeux-là. Avec la qualité qui va, sans aucun problème. On a eu l'impression, en écoutant tout à l'heure les participants à la table ronde, qu'il y avait tout d'un coup une redécouverte, j'allais dire, de la qualité. Est-ce qu'on suit à peu près la même logique quand on est en gestion directe dans le système nous, que vous venez de décrire? on sent le même changement depuis plusieurs années dans les établissements. Notamment, nous accompagnons des établissements qui s'engagent pour une restauration collective responsable. C'est aujourd'hui 2000 restaurants qui ont la garantie Mon Resto Responsable que nous avons créée avec la Fondation Nicolas Hulot comme étant une garantie d'un engagement vertueux de la restauration collective sur ses achats, mais également sur la formation du personnel, sur l'accueil du convive, sur l'engagement de la cuisine de collectivité sur son territoire, auprès d'un ESAT, auprès d'acteurs locaux, dans le secteur du handicap. Voilà. C'est très vaste en fait, on peut faire énormément de choses avec une cuisine de collectivité. L'avis de la secrétaire générale de la FNOGEC, la gestion n'est pas la même Non. Alors, tout d'abord, nous avons beaucoup moins de gestion directe dans l'enseignement catholique qu'il y en a dans l'enseignement public, puisque nous, on estime à moins d'un tiers des écoles celles qui recourent à la gestion directe. Tout d'abord, il faut savoir qu'il y a 5000 OGEC à peu près en France, 4000 qui sont souvent des plus petits établissements, donc où c'est peut-être plus compliqué de mettre en place historiquement de la gestion directe, sachant qu'on n'est pas géré en régie directe directement par les municipalités.
Néanmoins, on voit bien à l'heure actuelle qu'il y a une espèce de retour ou de réflexion qui est conduite sur la manière dont je vais gérer ma restauration collective. Nous ne faisons aucune préconisation. Nous invitons les écoles et les établissements à réfléchir tous les 5 ans à leur mode de restauration pour savoir si c'est le plus approprié. Il est clair que la gestion directe, elle permet d'abord sans doute de surveiller la qualité des produits qui sont offerts aux élèves. Elle permet de rendre l'acte de la restauration comme un acte éducatif. C'est aussi une manière de se lier avec des producteurs locaux. Il ne faut pas oublier, on est au Salon des maires, que l'école catholique, elle est un partenaire local dans un territoire. C'est très important. La vraie difficulté pour nous, la Fédération nationale en matière de restauration scolaire, c'est le coût que ça représente pour les familles. On pourra en parler tout à l'heure avec Christophe Abraham, parce que si l'enseignement sous contrat est gratuit pour les familles, à l'exception de l'immobilier et du caractère propre, en revanche, la restauration ou la cantine ne fait pas partie de l'acte d'enseignement. C'est un acte qui est extérieur, et donc il n'y a pas de contribution obligatoire des collectivités pour la restauration scolaire qui se trouve entièrement à la charge des familles. Alors, on a certes un certain nombre de communes qui versent des subventions aux écoles pour permettre aux familles d'avoir accès à une restauration moins chère. Et certaines ne versent pas. Mais voilà, il y en a 30%. On a 30% des EGEC qui reçoivent une subvention, souvent faible. Et donc, finalement, le coût pour les familles à l'année, il est extrêmement élevé. Et souvent, la restauration, elle coûte encore plus cher que la contribution scolaire, et ça c'est un vrai frein, et c'est un frein pour lequel nous cherchons à accompagner au mieux les établissements et à chercher des solutions. Le problème, c'est le coût. Christophe Abraham, c'est un grand classique ça. Oui, alors d'abord, je tiens quand même à rappeler que nous sommes très attentifs d'abord à la qualité. On est très heureux aujourd'hui d'être présents, de travailler avec les organismes de gestion, avec d'autres partenaires de la restauration, parce que les familles ont toujours été très attentifs aux cantines. C'est un temps important. Ils sont heureux de voir leurs enfants heureux à l'école et heureux y compris à la cantine et de manger des produits de qualité. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur tous ces sujets-là toute la matinée ici, mais les appels travaillent sur ça, et nous avons un congrès prochainement sur ces enjeux écologiques qui sont un défi éducatif. Mais comme le dit Aurélia, effectivement, il faut tenir les deux bouts. Il y a aussi la question du coût. Il ne faut pas oublier que pour certains enfants, c'est le seul repas. Le repas du midi, certains enfants que nous accueillons, quand ils rentrent chez eux, il n'y a pas le repas du soir. Et donc, il ne faut pas les oublier non plus, cela. Donc, il faut à la fois réussir la qualité, réussir ce temps de la cantine qui doit être un temps éducatif, un temps convivial, et il faut en même temps que le coût soit maîtrisé pour qu'on puisse accueillir tout le monde, parce que notre école est ouverte à tous. Est-ce qu'il ne serait pas temps, d'ailleurs, je vous entends parler de cantine, peut-être de faire évoluer ce mot-là, parce que je veux dire, quand on vous écoute les uns et les autres sur cette thématique de la restauration, on est dans la restauration, on n'est pas dans la cantine, terme où chacun met un petit peu ce qu'il veut, mais parfois le pire et peut-être parfois le meilleur. Mais vous faites de la restauration, vous êtes des professionnels de la restauration, madame. Oui, alors le secteur est très, 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 très divisé sur ce terme de cantine. Les cuisiniers ont eu besoin à un moment donné d'être revalorisés dans ce métier de cuisinier de collectivité, d'où ils ont senti une revalorisation en employant ce mot de restauration collective. Aujourd'hui, effectivement, un cuisinier de collectivité, il ne fait pas que nourrir, il éduque au goût, il éveille, il éduque aux thématiques développement durable, il s'engage lui-même auprès de producteurs, c'est le cuisinier qui fait tout ça. Alors, est-ce qu'il faut changer de terme pour qu'il soit valorisé? Je ne sais pas. En tout cas, on voit de grands chefs qui créent des cantines. Donc, peut-être qu'on a tort de ne pas aimer ce mot-là, alors que plein d'autres se l'attribuent à tort. Oui. C'est une tendance qui consiste à réactualiser ou remoderniser certains mots qui appartiennent au passé. Comment est-ce qu'on fait baisser les coûts? On en parlait à l'instant avec le représentant de l'Appel. Comment on fait baisser les coûts? Comment on peut le faire? Et puis la question, je la poserai ensuite à Madame de Saint-Exupéry. Oui, alors déjà, il y a effectivement le juste coût du repas. Pendant un moment donné, on n'a regardé que le coût de la cantine et on a été connus pour être des acheteurs à bas coût.
Il y a 20 ans, voilà, on nous proposait que des produits de qualité médiocre. Aujourd'hui, on a changé. Ce virage est passé. Dans les restaurants de collectivité, on achète des produits de qualité à coût qui permet de la juste rémunération des producteurs. Ça, c'est important. Alors, pour réussir à faire ça avec le même budget, puisque les familles ne paient pas plus cher le repas aujourd'hui, eh bien, on est devenu des plus grands techniciens de la restauration collective. Alors, notamment, il y a effectivement la chaise sur le gaspillage alimentaire qui dit l'enfant jette moins, je vais peut-être produire moins et je vais peut-être du coup acheter moins mais de meilleure qualité. Il y a aussi eu une remise en question des façons de cuisiner. On cuisinait en collectivité comme on a appris à cuisiner au lycée hôtelier. Alors que cuire des pâtes pour 500 personnes, ça n'a rien à voir avec une cuisson pour 20. Donc des cuisiniers, nous du réseau, ont créé leur propre technique de cuisine et ils se sont rendus compte qu'en cuisant de la viande à basse température, on a moins de pertes à la cuisson. Et donc je vais pouvoir acheter moins de produits mais de meilleure qualité et il y aura toujours autant de produits dans l'assiette de l'élève. Voilà, on se réapproprie notre métier et ça c'était urgent de le faire. Et on fait de la chasse à du gaspillage d'énergie, de personnel à un moment donné également, des gens plus compétents qui reprennent, qui de leur temps de travail vont apporter une vraie valeur ajoutée à l'acte qu'ils vont faire et pouvoir voilà, recentrer ça, donner du sens en fait à cette cuisine. Et dans ce cas-là, on arrive à coût constant ou pratiquement à avoir une qualité plus intéressante. Madame Saint-Exupéry. Nous cherchons à accompagner les OGEC. La loi Egalim, elle pose des obligations. Hein. Un repas végétarien par semaine, une certaine proportion de bio. On estime le surcoût que ça va représenter par repas pour les familles entre 40 centimes, 1 euro, on ne sait pas exactement. Alors certes, il pourrait y avoir des compensations qui seraient obtenues grâce à la lutte contre le gaspillage, grâce aussi au fait qu'on fait un repas végétarien à la place d'un repas avec de la viande ou avec du poisson. Mais en même temps, un repas végétarien, ça ne veut pas dire mettre les nouilles sans le jambon. Ça doit s'inventer, ça doit se créer. Alors comment est-ce qu'on peut aider les OGEC ? Pour les OGEC en gestion directe, en tout cas, nous avons fait le choix, la FNOGEC, d'adhérer au réseau Restau'co pour permettre aux OGEC d'adhérer justement à des conditions avantageuses parce que vous leur mettez à disposition des outils, des menus tout faits, par exemple, pour leur donner des idées, des ressources documentaires. Vous leur proposez d'organiser des formations, parce que la formation des personnels, comme vous le dites, elle est très importante, parce qu'on ne gère pas un restaurant scolaire comme on a appris à gérer de la restauration collective à l'école hôtelière. Parce que vous aidez les OGEC à se mettre en réseau. Pour nous, la mise en réseau, c'est quelque chose de très important dans l'enseignement catholique. On est une fédération, donc on est adhérent en cascade d'adhésion depuis l'OGEC de base. 5000 OGEC, 100 structures départementales, 13 régionales et une nationale. Et plus on se met en réseau, plus justement on peut négocier avec des partenaires, on peut les recevoir. Nous, encore une fois, nous ne faisons aucun choix pour des structures territoriales et pour des OGEC d'une gestion directe ou d'une gestion concédée. C'est vraiment un choix qui va dépendre du projet d'établissement, du chef d'établissement, en lien avec son président d'OGEC. Mais nous les accompagnons pour qu'ils se posent les meilleures questions possibles et que justement, au final, ce soit le moins cher possible pour les familles. Madame de Saint-Exupéry parlait à l'instant, Christophe Abraham, de la loi Egalim. C'est un cadre rassurant, la loi Egalim, ou c'est j'allais dire, un cadre législatif de plus? C'est une avancée. Alors il y a des choses très bien, comme l'obligation d'avoir un menu végétarien, au moins un menu par semaine, mais ça ne va pas assez loin. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Il y a un enjeu de société, un enjeu écologique, et donc sur ce salon, mais pas seulement, toute l'année, nous travaillons aussi avec les collectivités territoriales pour y réfléchir avec eux. L'école est le moyen de répondre à cet enjeu éducatif qui va pouvoir nous permettre de passer le cap et c'est les enfants qui feront notre société de demain. Si on travaille avec eux dans la cantine, si on leur apprend les bons gestes, si on leur apprend une bonne alimentation, eh bien ce sera un grand pas de fait pour cette société plus écologique, pour la préservation de notre planète. Madame Rollin, Monsieur Abraham parlait à l'instant d'enjeux écologiques. Est-ce que le bio a une place dans le système tel que vous le connaissez, dans le monde tel que vous le vivez ? Oui, alors la loi alimentation nous demande de mettre 20% de produits bio, que 20% de nos achats alimentaires soient bio en restauration collective. Cher, non ? Alors, tout le travail que nous faisons, nous, organisations professionnelles, c'est travailler avec les filières pour réussir
Ce pari peut être un peu fou qu'on nous a donné de réussir à avoir 20%. Certains le font, d'autres sont très très loin. Et aujourd'hui, si on veut réussir cela, il faut qu'on travaille avec les filières de production, transformation et distribution des produits et comprendre pourquoi... Les circuits courts notamment. Pas uniquement le bio. Si on veut baisser le coût à l'achat sans baisser la rémunération du producteur, il faut être sur une logistique qui est mutualisée. Certains le font dans un esprit de circuit court, mais beaucoup de grossistes aussi aujourd'hui le font. Donc il y a des intermédiaires, mais qui prennent avec nous des engagements auprès de la production. Il faut qu'il y ait plus de production bio. Il faut que cette production elle arrive vers la restauration collective. On n'est pas le marché prioritaire aujourd'hui de la production, quelle qu'elle soit, production de qualité. C'est pareil pour le label rouge ou d'autres. Donc on essaye de faire comprendre les produits qui pourraient avoir leur place en restauration collective, de comprendre ces produits-là, de faire en sorte que nos adhérents les demandent et que la filière s'organise pour les amener dans les établissements. La qualité ne se paye pas forcément plus cher, Madame de Saint-Exupéry? La qualité, elle ne se paye pas forcément plus cher. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans le coût de la restauration scolaire, les produits, ce n'est pas la base du coût. La base du coût, c'est aussi les dépenses de personnel pour préparer, pour surveiller les élèves, pour les servir. Et nous, comme fédération professionnelle, on est très attentifs à la fois à veiller à ce que ces coûts n'augmentent pas, mais en même temps à permettre que nos personnels justement s'inscrivent dans une dynamique de valorisation des compétences et on cherche à les accompagner pour leur permettre une évolution dans leur carrière. Je veux dire, ça aussi c'est l'enseignement catholique, c'est les personnes qui surveilleront les élèves, qui leur servent le repas. Il y a un accueil de l'élève, le produit est très important, mais la manière d'accueillir l'élève, on en parlait dans la table ronde précédente, la manière d'accueillir l'élève au moment du repas est aussi un acte éducatif et qui est forcément en lien avec notre projet éducatif. Donc, et pour nous, fédération professionnelle, c'est quelque chose de très important parce que l'enseignement catholique, c'est aussi 100 000 personnels de droit privé, c'est 130 000 profs, mais c'est 100 000 personnels de droit privé, beaucoup de personnel support, donc beaucoup de personnel qui travaillent aussi dans la restauration scolaire. On a parlé, entre autres thématiques, durant ces 3 jours, on a beaucoup parlé de mixité, on a parlé de mixité sociale, on a parlé de mixité verticale également, s'agissant de Lyon. On sent bien qu'il y a aussi des moments où plusieurs confessions peuvent se retrouver dans des endroits communs, et ces endroits communs, ça peut être éventuellement une cantine. Qu'est-ce que ça pose comme problème aux professionnels de la région que vous êtes, et quel est le regard que portent les parents d'élèves sur cet aspect-là des choses? Pour nous, on ne peut pas travailler en silo, il n'y a pas un temps, il n'y a pas de 8h à 10h, on éduque l'enfant et puis après on fait ce qu'on veut. Et donc là, que toute la journée, enfin, vous savez très bien que la communauté éducative nous est chère. Et donc la communauté éducative, c'est les parents, les enseignants, l'élève bien sûr, le chef d'établissement, mais aussi le personnel de restauration. Donc que ce temps de restauration soit un temps éducatif, c'est extrêmement important. Et puis les familles aussi, donc du coup, qui avaient ce regard. Aurélia le disait tout à l'heure, un regard qui était... et ils voulaient effectivement que leur enfant puisse déjeuner, mais on ne regardait pas forcément la qualité. Aujourd'hui, donc, on a ce temps où on peut éduquer l'enfant sur le goût, sur la planète, et donc avoir un regard sur le professionnel aussi qui les accompagne, qui est différent. Ça fait vivre la communauté éducative, ça la fait mieux connaître de tous ces acteurs. C'est parfait. Sur ce point, moi, ce que je voudrais dire, c'est que, on l'a dit, l'école catholique, elle est ouverte à tous, mais elle est choisie librement par les parents, qui vraiment signent la charte de confiance quand ils vont dedans. Donc ils savent qu'ils seront dans une école catholique, mais ils savent qu'ils pourront être de religions différentes, qu'ils pourront être très différents, que leurs enfants se retrouveront côte à côte dans la cantine à manger la même chose, et que justement il y a un acte éducatif derrière. Et ça, je pense que c'est une richesse, parce que pourquoi on forme des élèves pour le vivre ensemble, pour apprendre pour une éducation, mais une éducation complète de la personne. C'est aussi un des aspects de votre métier, Madame Rollin, c'est justement le côté éducatif de votre profession. Oui. Oui, tout à fait. Nous accompagnons notamment le personnel qui est chargé de l'accompagnement du repas dans les écoles, qu'on appelle des agents polyvalents de restauration. C'est pas très joli, mais pourtant leur métier est magnifique. Donc on souhaite, c'est eux qui vont assurer ce vivre ensemble et se manger ensemble, se retrouver autour d'une table. Donc on les accompagne aujourd'hui et on les valorise même dans un concours féminin des agents de la restauration
pour dire, mais voilà, puisque c'est beaucoup de femmes dans ces métiers-là, les mettre à l'honneur tous les 2 ans sur un concours qui s'appelle Elles ont du talent. Merci à tous les trois, merci à tous les trois pour cet éclairage. On parle restauration. Écoutez, je crois que le buffet est ouvert sur le stand du secrétaire général de l'enseignement catholique. Et je retrouverai tout à l'heure pour quelques mots de conclusion le secrétaire général que je vois en face de moi et qui est arrivé il y a quelques instants, Monsieur Philippe Delorme. À tout à l'heure.